Perséphone, noces funèbres. Honnêtement, je n'ai jamais été un grand fan de Perséphone. Pour une fille qui a failli provoquer la destruction de l'univers, je la trouve pas terrible. Bon, elle était jolie, d'accord. Elle avait hérité de la blondeur de sa mère et des yeux bleu azur de Zeus. Malheureusement, elle semblait croire que le monde existait pour son seul plaisir. Je suppose qu'on tombe facilement dans cette illusion quand vos deux parents sont des dieux. Elle passait ses journées à se baigner, à lézarder au soleil, à cueillir des fleurs et des fruits en compagnie des nymphes, ses copines. Bon, je n'étais pas là, hein, mais j'imagine que les ados, même d'essence divine, n'avaient pas beaucoup de distractions avant l'invention du portable. Hormis sa beauté, Perséphone n'avait rien pour elle. Elle n'était ni très courageuse, ni très intelligente. À part cueillir des fleurs et prendre du bon temps, il n'y avait pas grand-chose qui l'intéressait dans la vie. Bref, une vraie gosse de riche, pour y gâter. Tant mieux pour elle, dans un sens. Mais n'ayant pas été élevée comme ça, je ne ressens pas beaucoup de sympathie à son endroit. Toutefois, je ne reproche pas à Déméter de l'avoir couvée. Sa fille représentait tout pour elle, et ses expériences traumatisantes avec les hommes l'incitaient à la surprotéger. Rappelez-vous qu'elle avait conçu Perséphone parce que Zeus l'avait piégée sous la forme d'un serpent. Un peu plus et la gamine sortait d'un œuf. Bien sûr, le fait que Perséphone leur soit inaccessible attisait encore plus le désir des dieux mâles. Tous voulaient l'épouser, mais ils savaient que Déméter s'y opposerait. Dès que l'un d'eux faisait mine de s'approcher de sa fille, elle surgissait du néant avec ses dragons et sa fichue épée dorée. La plupart finirent par renoncer et fixer leur choix sur des proies plus faciles. Mais Hadès, le maître du monde souterrain, n'arrivait pas à chasser Perséphone de son esprit. Imaginez, un vieux type lugubre, habitant une immense caverne remplie d'âmes, qui soupire après une jolie fille aimant le soleil, les fleurs et le grand air. On ne peut rêver couple mieux assorti. Hadès ne se faisait aucune illusion. Perséphone était trop bien pour lui, et sa mère ne permettrait jamais qu'il sorte avec elle. Il tenta en vain de l'oublier. Mais quand la solitude lui pesait trop, il coiffait son casque d'invisibilité et montait à la surface pour épier la jeune fille à son insu. Peu à peu, son amour tourna à l'obsession. Il avait toujours un portrait de Perséphone dans sa poche. Il grava son nom dans une table en obsidienne avec un couteau. Il rêvait d'elle chaque nuit. Il avait avec elle de longues conversations imaginaires où il lui avouait ses sentiments. Elle lui confia alors qu'elle avait toujours eu un faible pour les vieux types flippants qui traînaient dans des grottes avec les morts. Avec tout ça, il ne parvenait plus à se concentrer sur son travail, qui consistait à trier les âmes à leur arrivée dans le monde souterrain. Certaines regagnaient la surface ou s'égaraient dans des zones spirituelles où elles n'avaient rien à faire. Des embouteillages monstres se formaient devant les portes des enfers. Je dois dire à son crédit qu'il ne chercha pas à obtenir Perséphone par la ruse ou par la force. Pas dans un premier temps, du moins. Comme il n'avait aucune chance de convaincre Déméter, il décida de parler au père de la jeune fille. Hadès hésita longtemps avant de se rendre sur l'Olympe. Il savait qu'il n'y était pas le bienvenu et ça l'embêtait de devoir demander une faveur à son enquiquineur de frère, Zeus. Mais il s'arma de courage et pénétra dans la salle du trône d'un pas résolu. Son travail achevé, il avait programmé les vents et les nuages pour la semaine, Zeus se relaxait en dégustant un nectar frappé et rêvait à ses projets de mariage avec Héra, un sourire aux lèvres. « Hadès » s'exclama-t-il en voyant son frère. « Ça faisait un bail, dis donc !» Hadès se retint de lui rétorquer qu'il serait venu plus souvent si on ne lui avait pas fait comprendre que sa présence était indésirable. « En fait, dit-il en tirant nerveusement sur sa tunique noire, j'aurais un conseil à te demander. Ça concerne une femme. »« Ah, tu ne pouvais pas mieux tomber, affirma Zeus. Les femmes, c'est ma spécialité. » Pour être plus précis, poursuivit Hadès, qui commençait déjà à regretter sa décision, il s'agit de ta fille, Perséphone. Le sourire de Zeus s'effaça. Ma fille ? Explique-toi. Hadès ne se fit pas prier. Heureux de pouvoir enfin soulager son cœur, il confia son secret à son frère. Même les détails les moins reluisants, comme son habitude d'épier Perséphone quand il était invisible. Si Zeus l'autorisait à épouser la jeune fille, plaida-t-il, il serait pour elle le meilleur des maris et satisferait tous ses caprices. Zeus l'écouta en caressant sa barbe.
Dans d'autres circonstances, cette requête grotesque l'aurait scandalisé, et il aurait foudroyé l'impudent avant de le renvoyer dans sa grotte, les cheveux en pétard et sa tunique en flammes. Mais ce jour-là, il était de bonne humeur. Il fut touché par la franchise de son frère et ressentit de la pitié pour lui. Et il savait mieux que quiconque qu'un homme pouvait devenir fou de désir pour une femme. Certes, Perséphone était sa fille, mais des filles, il en avait eu des tas avec plein de femmes différentes. Celle-ci ne figurait pas parmi ses préférées. Alors il pouvait se montrer généreux et accorder sa main à Hadès. Le problème, dit-il en pianotant sur la coudoir de son trône, c'est Déméter. Perséphone, c'est bien sa fille, parce que je m'y perds, moi. C'est ça, acquiesça Hadès. Sa fille préférée, hein. La lumière de sa vie, la prunelle de ses yeux, blablabla. En effet, si tu voulais bien parler de moi à Déméter, elle accepterait au moins de m'écouter, ou alors je devrais peut-être me déclarer à Perséphone. Tu es fou? En croisant mon expérience, ne te montre jamais faible avec une femme. Tu décides et elle se soumet, c'est comme ça que ça marche. Ah bon? Bon, en tout cas, moi ça m'a toujours réussi. Bon, tu veux un conseil? Enlève-la et emmène-la où tu habites. Quand Déméter s'en apercevra, il sera trop tard. Tu auras eu tout le temps de persuader sa fille de rester avec toi. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Demanda Hadès, pas du tout convaincu. Absolument. Hadès se mordit la lèvre. Il doutait que Perséphone apprécie la méthode, mais d'un autre côté, il ne connaissait pas grand-chose aux femmes. Zeus avait peut-être raison. Note de l'auteur. Zeus n'avait pas raison. Kidnapper une fille, c'est mal. L'ennui, dit Hadès, c'est que Perséphone n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée de sa mère ou d'une nymphe qui lui sert de chaperon. Comment faire pour l'enlever discrètement? Même si je porte mon casque d'invisibilité, on la verra, elle, et puis elle va crier. Ça, j'en fais mon affaire, affirma Zeus avec un éclair de malice dans le regard. Zeus attendit pour que Déméter soit occupée à faire mûrir l'orge en Libye ou à d'autres travaux agricoles dans une lointaine contrée. Chaque fois qu'elle s'absentait, elle confiait Perséphone à des nymphes. Jusque-là, celles-ci s'étaient toujours parfaitement acquittées de leur mission. Mais elles n'étaient pas bâties comme des gorilles et se laissaient aisément distraire. Ce jour-là, la jeune fille et ses chaperons avaient passé la matinée à explorer les collines et à se baigner dans une rivière en s'éclaboussant. Après avoir mis leurs vêtements à sécher au soleil, elles avaient pique-niqué dans un pré, puis Perséphone avait annoncé son intention d'aller cueillir des fleurs. « Ne t'éloigne pas trop !» lui lança une des nymphes. « Promis !» La jeune fille n'avait aucune raison de s'inquiéter. Le monde était son terrain de jeu et tout le monde l'aimait. Qu'aurait-il pu lui arriver, je vous le demande? La digestion aidant, les nymphes ne tardèrent pas à s'assoupir. Bientôt, Perséphone eut rassemblé un gros bouquet de roses sauvages. Par chance, celle-ci était dépourvue d'épines. Enivrée par leur parfum, elle poussa un peu plus loin et tomba alors sur un champ de violettes. Éblouie, elle se précipita pour cueillir les plus belles, abandonnant les roses qui lui semblaient pâles en comparaison. La ficelle était grosse, non? Pourtant, Perséphone ne vit rien. Pas une seconde, elle ne soupçonna Zeus de semer sur son chemin des fleurs toujours plus colorées et parfumées dans le but de l'éloigner de ses chaperons. J'entends une objection. Mais le domaine de Zeus, c'est pas le ciel? Comment est-ce qu'il faisait pousser ces fleurs? Bon, mon hypothèse, c'est qu'il entretenait un lien psychique avec Gaïa et que celle-ci lui donnait le pouvoir d'agir ponctuellement sur la terre. Peut-être pas pour créer des montagnes, mais quelques fleurs. À un moment, Perséphone pénétra dans une vallée tapissée de jacinthes. Comme elle se penchait pour en cueillir une, le sol trembla et s'ouvrit. Un char tiré par 4 chevaux noirs en jaillit dans un grondement de tonnerre. Le conducteur, entièrement vêtu de noir, portait une épée à son côté et tenait un fouet dans sa main gantée de fer. Un casque en bronze gravé d'images de mort et de torture dissimulait son visage. Devant la réaction de la jeune fille, Hadès se demanda s'il avait bien fait de mettre ce casque pour un premier encart, mais trop tard. Perséphone poussa un grand cri et tomba à la renverse, trop choquée pour fuir ou comprendre ce qui lui arrivait. Elle avait l'habitude que tout lui sourit et que chacun exauce ses moindres désirs. Pourtant, elle était certaine de n'avoir jamais souhaité qu'un démon noir surgisse du néant pour piétiner ses jacinthes. Pour être honnête, elle avait parfois rêvé qu'un beau jeune homme l'enlevait sur son char. Mais ce n'était pas du tout ainsi qu'elle l'imaginait. Hadès ôta son casque et lui apparut, pâle comme un mort,
les cheveux en pétard, le visage en sueur et agité de tics. « Je m'appelle Hadès, lui dit-il d'une voix éraillée. Et je t'aime. » Elle cria de nouveau, plus fort. Désemparée, Hadès la saisit par le bras, la hissa près de lui et cravacha son attelage. Puis le char disparut dans le sol. La scène avait eu un témoin, Hélios, qui voyait tout ce qui se passait sur Terre de son piège à filles. Mais croyez-vous qu'il ait pris son portable pour prévenir l'Olympe ? Sûrement pas. Pour commencer, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Ensuite, Hélios détestait se mêler des affaires divines. En tant que titan, il s'estimait heureux d'avoir échappé au Tartare et conservé son boulot. Enfin, il y avait longtemps qu'il n'avait pas assisté à un spectacle aussi passionnant au cours de sa tournée quotidienne. On pouvait dire ce qu'on voulait des dieux, mais on ne s'ennuyait pas avec eux. Ses copains n'en reviendraient pas quand il leur raconterait ce qu'il avait vu. Qui sait, il pourrait même écrire un livre. Quant aux nymphes censées veiller sur Perséphone, elles dormaient toujours, à poings fermés. Mais une titanide vivait non loin de là, dans une grotte au flanc d'une montagne. Hécate, elle s'appelait comme ça. Hécate était à fond dans la magie, les fantômes, les trucs qui font peur. Pour elle, c'était tous les jours Halloween. Cet après-midi-là, elle était plongée dans un livre de sorts quand elle entendit les cris de Perséphone. En dépit des apparences, Hécate avait bon fond. En général, elle ne sortait qu'à la nuit tombée. Toutefois, elle se précipita hors de sa grotte pour porter secours à la malheureuse. Hélas, elle arriva trop tard. La lumière du jour diminuait ses pouvoirs. Elle devina qu'on avait embarqué quelqu'un de force sur un char que le sol avait ensuite englouti, mais elle n'avait aucune idée de l'identité du ravisseur ni de celle de sa victime. Ne pouvant appeler police secours, elle décida de regagner sa grotte et d'y attendre la nuit. Sa magie serait alors plus efficace et elle espérait en découvrir davantage. Entre-temps, les nymphes s'étaient réveillées et mises à la recherche de Perséphone, mais celle-ci semblait avoir été effacée de la surface de la terre. J'ignore quelle punition leur réserva Déméter quand elle apprit la disparition de sa fille, mais je n'aurais pas voulu être à leur place. Déméter en perdit l'appétit et le sommeil. Elle appela Perséphone jusqu'à se briser la voix, interrogea toutes les personnes qu'elle rencontra, en vain. Elle resta 9 jours sans se laver ni se changer. Le 10e jour, voyant que ses recherches ne la menaient nulle part, elle rebroussa chemin et entreprit de passer au peigne fin les environs de la grotte d'Hécate. En l'entendant appeler sa fille, celle-ci eut une illumination. Depuis l'enlèvement, elle avait passé toutes ses nuits à tenter d'élucider cette affaire, mais sans succès. Une magie plus puissante que la sienne brouillait les pistes. Tout indiquait l'intervention d'un ou plusieurs dieux. Hécate jaillit de sa grotte et dévala la montagne pour rejoindre la déesse des moissons. Quand elle lui fit part de ses soupçons, celle-ci poussa des cris si stridents que toutes les plantes dans un rayon de 10 kilomètres se flétrirent et que les épis de maïs éclatèrent à travers toute la graisse, se transformant en pop-corn. « Ma pauvre fille !» gémit Déméter. « Quand j'aurai retrouvé le monstre qui l'a enlevé, je le tuerai. Puis je le ressusciterai pour pouvoir le tuer encore. » À l'évidence, elle avait perdu la tête. Hécate fut prise de pitié. « Je t'aiderai dans tes recherches la nuit prochaine, » lui dit-elle. « J'y vois bien dans le noir. J'apporterai aussi des torches. » Elles cherchèrent du crépuscule à l'aube, mais sans résultat. Puis Hécate regagna sa grotte en promettant à sa compagne qu'elle l'aiderait de nouveau la nuit suivante.